Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme depuis hyper longtemps, une star du petit écran, t'as écrit plein de livres sur la santé des femmes et la maternité, et notamment C'est ma grossesse avec Caroline Michel chez l'Iconoclaste. Aujourd'hui, justement, on va parler grossesse. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme pendant la grossesse? Quel est le suivi typique? Quelles sont les grandes étapes de la grossesse? On va essayer de résumer tout ça. Anna, je pense ne pas trop m'avancer en disant que tout commence par la fécondation. Du coup, comment on fait les bébés? Eh bien, Nina, ça, je te laisse à tes cours de biologie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le début de la vie est assez fascinant. C'est-à-dire de 2 cellules, une gamète mâle, une gamète femelle. Enfin, d'ailleurs, on dit pas mâle et femelle. Bon, je dis n'importe quoi, mais enfin, vous m'avez compris. D'un spermatozoïde et d'un ovule. Eh bien, ça va s'unifier, puis se multiplier pour donner un bébé. Donc, c'est assez incroyable, cette histoire-là. Les débuts de la vie sont incroyables. Comment on se rend compte qu'on est enceinte? C'est quoi les premiers symptômes de la grossesse? Alors ça, c'est compliqué à dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont aucun symptôme, qui vont juste ne pas avoir leurs règles. Mais sinon, on peut se sentir extrêmement fatigué, on peut avoir des nausées, on peut avoir les gencives qui se mettent à saigner, on peut sentir des douleurs dans le bas du ventre, on peut avoir mal au dos, on peut avoir tout un tas de symptômes très différents, en sachant qu'il y en a qui n'auront aucun symptôme. Et puis des fois, c'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on est enceinte parce qu'on peut avoir, j'en sais rien, un SOPK avec des cycles irréguliers ou avoir des sortes de règles anniversaires ou être sous contraceptif. Enfin, des fois, c'est très simple et des fois, c'est moins simple de savoir qu'on est enceinte. On peut savoir au bout de combien de jours qu'on est enceinte? Après la fécondation, après le premier schloup de cellules? Alors, il y a des tests de détection classiques. Là, en général, il faut bien regarder sur les notices d'utilisation. Et là, c'est 14 jours après l'ovulation. Mais il y a maintenant des tests de détection dites précoces. Et là, ça dépend des tests, mais ça peut être seulement 9 jours après l'ovulation. Donc, ça peut être très précoce, mais attention, ils sont moins fiables. Plus on attend, plus le test est fiable. Mais ça donne des premières indications. Et le premier mois, il se passe quoi dans le ventre? On appelle ça la nidation, c'est ça? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que ce petit tamas de cellules va aller se nicher dans la paroi utérine. Et effectivement, il va s'installer, se lover dans l'utérus. Et puis après, ça va se complexifier. Il va y avoir la création d'une surface d'échange entre les deux, qui se donnera le placenta. Enfin, c'est... Waouh. Enfin, franchement, quand on regarde les cours de biologie, en vrai... Alors, je sais que les gens ne sont pas passionnés et c'est hyper pénible, mais en fait, à l'âge adulte, c'est vachement intéressant. Surtout quand on est dans ces histoires de bébés, tout de voir ce que c'est que le début de la vie, c'est assez passionnant. À partir du moment où on est enceinte, et dans la plupart des cas, tu l'as dit, les règles, elles s'arrêtent. Et alors là, il se passe un truc, c'est qu'on commence à compter à partir du nombre de semaines sans règles, la grossesse. Oui, alors ça c'est comment paumer tout le monde. Oui. C'est-à-dire que effectivement, en France, en tout cas, on compte pas en semaines de grossesse. En sachant que c'est un peu absurde parce que on considère que les semaines d'aménorrhée, c'est 2 semaines de plus. Or, il y a des femmes qui ont des cycles tellement irréguliers que ça correspond pas du tout à la date de leur dernière règle, en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste que des fois, les gens, ils nous disent « Oui, je suis à 32 semaines SA » et je suis là « Qu'est-ce que c'est ?» Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça met le... Et puis même, même les femmes ne s'y retrouvent pas. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles sont à 32 SA, mais elles se disent « Mais alors, est-ce que je suis dans mon 6e mois, mon 7e mois, mon 8e mois ?» Mais la sage-femme m'a dit que j'étais à 8 mois parce qu'on parle de mois révolus, puis on parle de... Xème mois, enfin tu vois, c'est d'une... Oui. Donc, je veux vraiment rassurer tout le monde. C'est-à-dire que quand on commence ses études de sage-femme ou ses études de médecine, on est aussi paumé que les autres et on est obligé d'aller regarder dans des tableaux. Alors, 32 SA égale en semaine de grossesse égale IM mois égale X mois révolus. Mais ça veut dire qu'à la fin, il y aura eu 9 mois pleins de grossesse. 9 mois. Ou 9 mois de semaine SA. Non, 9 mois pleins de grossesse, mais là encore attention, c'est pas une règle absolue, puisqu'on sait que les grossesses ne durent pas sont pas toutes de la même durée. Donc en plus, cette affaire-là, et pourquoi les bébés naissent à 9 mois et pas avant et pas après, bon, tout ça n'est pas très clair au fond. Il y a beaucoup de mystères mystérieux quand même. Mettons qu'on accouche pile poil à la date du terme, donc au bout des 9 mois pleins. Ouais. Les semaines d'aménorrhée, il y en aura 2 de plus du coup. Nous, on dit 41 semaines d'aménorrhée. On compte en semaines, on compte pas en mois. Donc, il faut aussi dire que on est à terme à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Donc, 1 mois avant la date prévue de l'accouchement. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous voyez, j'arrive à m'embrouiller. On est à terme à 37 semaines d'aménorrhée. Donc 1 mois avant. Et voilà, on décide que c'est 41 semaines d'aménorrhée en moyenne la grossesse. Mais ça peut dépasser et ça peut être avant, bien sûr. Très bien. Nous, on va compter en mois pour aujourd'hui.
On va parler mois par mois, si ça te va. C'est beaucoup plus simple Comme pour ça, tout le monde. On perd personne dans la suite. Est-ce qu'on va tout de suite chez son médecin ou sa sage-femme constater la grossesse quand on sait qu'on est enceinte? Alors, en fait, il n'y a aucune obligation. On sait juste qu'il faut il y a un rendez-vous obligatoire dans les 3 premiers mois de la grossesse. Toutefois, ça, ce n'est que mon humble avis. Moi, je trouve que c'est bien que vous veniez nous voir rapidement pour plein de raisons. Est-ce qu'il va y avoir besoin de faire une échographie précoce? Est-ce qu'il va y avoir besoin de faire un bilan sanguin? Est-ce qu'il va y avoir... Et puis aussi parce que pour rencontrer quelqu'un qui vous plaît, il faut essayer parfois quelqu'un, se tromper, te dire ça passe pas avec cette personne, et réessayer quelqu'un. Et des fois, ça prend du temps. Donc, votre test est positif. Prenez rendez-vous avec une sage-femme ou un médecin autour de chez vous. Anna, on peut multiplier les personnes qui nous suivent pendant la grossesse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un gynéco, une sage-femme. Il y a d'autres gens par encore exemple, qu'on on peut avoir mobiliser. une sage-femme, un gynéco ou un médecin pour le suivi médical. On peut avoir une autre sage-femme pour son suivi de préparation à la naissance et à la parentalité. Et bénéficiez-en vraiment. Tout ça est pris en charge par l'assurance maladie et c'est complémentaire. Donc, Et est-ce que c'est les médecins ou les sages-femmes qu'on va voir, c'est forcément elles ou eux qui doivent nous accoucher par la suite? Malheureusement, non, pas en France. Ça, c'est le grand drame pour moi de la France. Alors, en maison de naissance, c'est un peu vrai. En accouchement à domicile, c'est un peu vrai. Mais malheureusement, dans les structures hospitalières, non. On n'a pas ça. Malheureusement, non. Ok. Quand le 2e mois commence, est-ce que c'est là que ça commence à avoir une forme, le fœtus commence à avoir une forme de fœtus et que le cœur bat ou c'est trop tôt? Alors, le cœur, il bat très très vite en réalité dans l'embryogenèse, mais pour qu'on l'entende et qu'on le capte, il faut attendre un peu. Et c'est souvent 7-8 semaines d'aménorrhée. Je suis désolée, je parle. Donc attends. Le 2e mois. Ouais, le 2e mois. Au 2e mois, mais du coup, ça peut être un facteur de stress parce que des fois, on fait des échographies qui sont un peu trop précoces et du coup, on n'entend pas le cœur battre et c'est pour ça qu'on vous reconvoque. Donc, en tout cas, le cœur bat, mais il faut que nous, on puisse le percevoir avec nos machines. D'accord, donc le cœur bat, mais on l'entend pas toujours, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, il est trop petit, pas perceptible. Et justement, là, on est à peu près au 2e mois de grossesse. Et c'est le moment où la plupart des gens se disent, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas? Est-ce que c'est trop tôt? Très longtemps, on a dit, oui, il faut attendre la fin du 3e mois. Moi, je suis très opposée à ça. En fait, je pense que chaque vécu est vraiment singulier. Et les femmes font bien ce qu'elles veulent. C'est à elles de décider. Il faut pas passer d'une injonction à il faut attendre 3 mois pour le dire à une autre injonction qui serait de dire non, annoncez-le dès le départ. Pourquoi on l'annoncerait dès le départ? Pour plein de raisons. Parce que les maux de la grossesse, les nausées, la crainte de l'arrêt spontané de grossesse et tout sont très prégnants au début et qu'on a vraiment besoin de soutien. Mais toutefois, les femmes font bien ce qu'elles veulent, quoi. Donc, vous l'annoncez vraiment quand vous voulez, à qui vous voulez, selon les modalités qui vous plaisent. On a tout vu, tout entendu sur les modalités d'annonce. C'est assez drôle, d'ailleurs. Vous pouvez être très original ou très banal. Moi, par exemple, j'étais très banal. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Pourquoi il y a cette fameuse étape des 3 mois? C'est-à-dire que, pourquoi on a sacralisé ce truc de faut avoir passé les 3 mois pour l'annoncer? Parce que les interruptions de grossesse se font avant? Très bonne question. C'est parce qu'à la fin du 3e mois, on a une échographie officielle. En fait, il y a 3 échographies officielles. Et il y en a une première qui est à la fin du 1er trimestre, même s'il y en a une qu'on dit échographie précoce avant parfois. Donc, on a déjà une première vue de ce fœtus et de savoir s'il va bien. Et aussi parce que le risque, effectivement, d'interruption spontanée de grossesse diminue drastiquement. On le sait à partir du 4e mois. Il devient pas nul, mais quand même, donc, évidemment, voilà pour ça qu'on disait. Mais c'est pas du tout un bon motif. On dit aussi souvent qu'on est plus malade au 1er trimestre, donc les 3 premiers mois. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Alors non, pas forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc assez spectaculaire qui s'appelle les nausées et les vomissements et qui concerne environ 2/3 des femmes et qui peuvent être vraiment extrêmement handicapants. Et il y a aussi un autre truc, c'est la fatigue. La fatigue, il y a des femmes, elles disent, mais je me couche à 21h et je roupille jusque le lendemain matin à 8h. Ça aussi, c'est un peu spectaculaire. Donc on a des modifications qui peuvent être assez spectaculaires. Mais là, c'est pareil, il faut du soutien. Donc effectivement, je pense que c'est cacher sa grossesse, ça peut être compliqué parce que c'est vrai que les gens se demandent ce qui vous arrive, quoi. Au travail, par exemple, quand vous êtes obligé d'aller aux toilettes, c'est extrêmement pénible. Il faut d'ailleurs se faire arrêter. Moi, je conseille volontiers aux femmes de se faire arrêter. Enfin, c'est aussi compliqué, quoi. C'est à partir de quand qu'on peut connaître le sexe du bébé? Alors, à la première échographie, mais... À la première, celle des 3 mois, genre? Ouais, mais le problème, c'est que tous les échographistes ne souhaitent pas le faire parce que ce sera pas 100% sûr. Souvent, les échographistes disent c'est à 80% sûr. Donc, il y a des échographistes qui acceptent, qui disent écoutez, moi, selon toute probabilité, je pense que c'est une petite fille ou un petit garçon. Et puis, il y en a d'autres qui disent écoutez, non, moi, je veux pas vous dire. Et du coup, après, on attend genre le 4e Parce qu'on mois. va pas. Alors, non, on attend la 2e échographie. La 2e échographie, c'est quand la 2e Du 2e échographie? trimestre, plutôt 5e mois. Ok. Mais il y a des parents vraiment qui sont dans des situations très, très particulières pour qui c'est vraiment important de savoir. Vous pouvez toujours payer une échographie supplémentaire pour savoir. C'est quoi ensuite les grands rendez-vous médicaux? T'as dit qu'il y avait un rendez-vous obligatoire entre
enfin jusqu'au 3e mois. Et après, il y a d'autres rendez-vous, c'est ça, notamment... Il y a un rendez-vous médical avec une sage-femme ou un médecin obligatoire tous les mois, à partir du 4e mois. Donc, un au premier trimestre. Quand le 4e mois commence ? Ouais, donc ça fait c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vous avez 6 rendez-vous obligatoires, plus un rendez-vous au premier trimestre. Vous pouvez avoir bien sûr plus de rendez-vous que ça. Il y a aussi une consultation avec un anesthésiste qui est obligatoire, plus tard, bien sûr. Et puis vous avez un rendez-vous avec les dentistes aussi qui est vraiment vivement conseillé. Ça peut paraître bizarre, mais la santé bucco-dentaire est extrêmement importante pendant la grossesse, donc il faut aller voir un dentiste. Mais là, pareil, vous recevrez un bordereau de l'assurance maladie. Juste après les 3 mois, à ce moment-là, il y a aussi un rendez-vous où on fait tout plein de vérifications avec une prise de sang, non ? Ah oui, alors les prises de sang, on le fait même avant. La prise de sang, on le fait au premier rendez-vous. Et après, on peut avoir, selon son statut immunitaire, selon plein de choses différentes, quasiment une prise de sang par mois. Et en plus de ça, il y a 3 échographies, premier, deuxième, 3e trimestre, qui ne sont pas obligatoires, là, il faut quand même le dire, mais que moi, je recommande vivement. Et puis, souvent, encore une fois, une échographie au premier trimestre avant la première échographie officielle. On cherche quoi dans les prises de sang ? Oh là, plein de choses. Alors, là, il y a le statut immunitaire avec HIV, hépatite B, hépatite C, la syphilis. On va rechercher le groupe sanguin, on va rechercher voir s'il y a des agglutinines irrégulières. Enfin, il y a une liste énorme, les taux de fer, enfin, plein de choses. Bien sûr, là encore, vous en discutez avec votre pro de santé, savoir si vous voulez pas faire certaines choses ou au contraire en rajouter d'autres. Que ce soit aux échographies ou avec les prises de sang, en fait, c'est comme ça qu'on va savoir si tout est relativement ordinaire pour le bébé, c'est-à-dire si tout va bien, entre guillemets, si tout est dans la norme, c'est ça ? Bah oui, mais il y a aussi l'état de santé de la mère qui est très important dans une grossesse. C'est vraiment une équation à 2. Et donc, c'est important de savoir comment va la mère et comment va effectivement ce fœtus. Et en fonction, vous pouvez par exemple être orienté dans une maternité type 3, une maternité type 2, ou organiser un suivi plus particulier, ou à l'inverse, vous dire « Oh, bon, tout est au vert, vous pouvez même accoucher en maison de naissance, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. » Donc, c'est pas seulement les prises de sang et tout, c'est même on fait un état des lieux, des antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et tout, et un état des lieux actuel de la santé actuelle. C'est un très bon moment pour faire un point sur sa santé, la grossesse. J'aime beaucoup la grossesse pour ça. Au 4e mois, du coup, il commence à ressembler à quoi le fœtus ? Est-ce qu'il commence à avoir vraiment un aspect de bébé ? Ah bah oui. Alors bon, après moi je suis fascinée par les images d'échographie et tout ça, donc évidemment je vais peut-être en rajouter des tonnes, donc ne m'écoutez pas trop, mais oui, ils ont regardez les images d'échographie, vous tapez, vous en trouverez. Alors, les gens disent, on voit rien l'échographie, qu'est-ce que c'est ça ? Mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'on voit quand même beaucoup de choses. Ça a quand même progressé de dingue. Et puis surtout, on a des images en échographie 3D qui sont quand même fascinantes. C'est fascinant. Ils ont un petit nez. Je trouve ça vraiment spécial, ce truc du petit nez qu'on Alors voit. d'ailleurs, je vous dis, sur l'échographie du 3e trimestre, il y a une échographie 3D qui est réalisée. Parfois, en fait, les nez sont écrasé contre la paroi utérine, et donc les gens disent mais c'est quoi ce nez hyper bizarre qu'il a ? Donc faut pas non plus prendre trop à la lettre en se disant c'est la tête qu'aura mon bébé. De toute façon ça change rien, ce sera votre bébé quand même. Absolument. Au 5e mois. T'es radical. Excusez-moi. Bon alors maintenant on se tait. Ok Nina. Au 5e mois il y a des rendez-vous à pas rater. 5e mois toujours suivi médical mensuel. L'échographie, bien sûr, c'est celle du 2e trimestre, les prises de sang, bilan sanguin. Et attention, j'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle l'entretien du 4e mois, qu'on peut faire d'ailleurs au 4e, 5e mois, qui est un entretien privilégié avec une sage-femme, où on va commencer à parler de préparation à la naissance et à la parentalité, parce que la Sécu, c'est merveilleux, rembourse plusieurs séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc ça, c'est quand même génial. Avec son coparent ou idéalement, évidemment, on comprend que les emplois du temps, s'il y a un coparent, et si les emplois du temps le permettent, c'est quand même bien, oui, bien sûr que c'est bien. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la grossesse, c'est une aventure dingue, l'accouchement aussi, le postpartum encore plus. N'allez pas seul à poil dans cette aventure-là. Donc, lisez, écoutez des podcasts, lisez des bouquins, enfin, renseignez-vous. On n'est jamais trop informé. Ça, c'est pas vrai. On peut être mal informé par des mauvaises ressources, mais on n'est jamais trop informé, au contraire. Et les coparents, renseignez-vous aussi pour être là. Oui, bien sûr. Alors après, pour décharger les coparents, faut quand même le dire. Déjà, pour les femmes, c'est parfois d'une abstraction folle, cette histoire de grossesse, d'accouchement et la quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors des fois, pour les coparents, c'est carrément lunaire. Genre, qu'il y a un bébé là-dedans qui grandit, c'est censé être mon bébé, quoi. Donc bon. En plus, il a le nez tout écrasé. Donc, au 5e mois, qu'est-ce qui va se développer côté fœtus ? Dans son corps, qu'est-ce qui se développe ? 5e mois, quasiment tout est en place, mais après, il faut que tout ça mature, il faut que le système digestif mature, il faut que les poumons maturent, vous avez une étape là qui va commencer de maturation et de croissance, mais on peut dire qu'au 5e mois, quasiment tout est en place, 5e, 6e mois.
en disant bien que les étapes de maturation et de croissance sont extrêmement importantes pour les fœtus. Dire qu'un bébé au 5e mois est prêt à sortir, c'est encore juste, c'est plutôt le 6e mois. Et d'ailleurs, avec quand même des soins continus très importants, mais on a parlé de la prématurité dans un autre épisode. 6e et 7e mois, on a encore des rendez-vous. Enfin, au 7e mois, ça, c'est la 3e échographie obligatoire. Tout à fait, 3e échographie obligatoire. Là, faut vraiment, donc anesthésiste au dernier trimestre, vraiment penser à faire, je répète, la préparation à la naissance et à la parentalité. Et parfois, il est vrai, il peut y avoir plus de suivi pour une raison X ou Y, parce que le bébé est un peu trop grand, ou le bébé est un peu trop petit, ou on a de la tension, ou on a X ou Y chose. Et donc, on peut avoir des suivis plus rapprochés. Je ne l'ai pas dit aussi pour les grossesses gémellaires, donc les femmes qui portent 2 ou 3 bébés. Les échographies, là, seront mensuelles, voire plusieurs fois par mois. Donc après, à chaque grossesse, sont suivies, ou des grossesses à risque aussi, c'est pareil. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Anna, la grossesse est très, très médicalisée en France, trop médicalisée. » Je suis pas si d'accord avec ça, moi. Je trouve que c'est une chance qu'on a de pouvoir surveiller sa santé, celle de son bébé. Peut-être l'accouchement, oui, a été trop médicalisé, ça c'est vrai, mais la grossesse en soi, alors c'est vrai, c'est pénible, des fois on vous angoisse avec nos bilans, etc. Mais moi, je sais pas, je suis plutôt une défenseuse de ce modèle-là. Je sais, j'ai pas de contre-argument. Ouais, c'est dommage, Pour être du côté des gens qui disent ça. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu déshumanisé parce que on n'a que 15 minutes de consultation, surtout dans les structures hospitalières. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une sage-femme en parallèle qui fait de la préparation à la naissance et à la parentalité pour contrebalancer ce côté des fois un peu brutal des consultations en milieu hospitalier ou en milieu libéral. C'est à partir de combien de mois qu'on fait son projet de naissance ? Quand on a envie, mais suffisamment tôt pour pouvoir le présenter à l'équipe de la maternité. Donc, c'est pour ça 7e, 8e mois. 7e, 8e mois, ok. C'est très décrié. Il y a plein de professionnels de la santé, il y a plein d'usagers et d'usagères qui disent « Mais ça sert à rien, c'est nul, c'est des listes qu'on recopie d'Internet, je veux ça, je veux pas ça, je veux... » Pas du tout, je trouve ça génial, le projet naissance. C'est un document écrit où les parents, les futurs parents, ou une femme seule, écrit ce qu'elle souhaite pour sa grossesse, son accouchement et son postpartum. Et donc, ça peut être un document qui fait plusieurs pages, qu'il faut présenter idéalement à l'équipe médicale au 7e, au 8e ou au 9e mois pour qu'il y ait un espace de dialogue. C'est vraiment un super document. Ça a été inventé en Angleterre. C'est vraiment une très, très bonne idée, malgré ses détracteurs. C'est vraiment quelque chose de très bien. Mais, comment faut-il l'écrire ? Il faut l'écrire comme si vous écriviez à la sage-femme qui va vous prendre en salle le jour de l'accouchement. Il faut s'imaginer que cette sage-femme, elle est souvent débordée, qu'elle ne connaît rien de vous à part un dossier médical et qu'elle va pas avoir la possibilité de discuter 2 heures avec vous comme elle aimerait le faire. Donc, dans cette lettre, vous lui dites voilà qui nous sommes, voilà ce qu'on a envie, voilà ce qui nous fait peur et voilà comment on aimerait être prise en charge pour l'accouchement et pour les suites. Donc, un truc sincère qui, effectivement, pas un copier-coller d'Internet. Et alors là, c'est génial. Vous pouvez même mettre une photo de vous dans la vie de tous les jours. Moi, ça, j'adore les gens qui font ça parce que tout d'un coup, vous devenez des gens, un couple ou d'ailleurs une femme seule, mais dans la vie réelle, en fait. Et vraiment, le projet naissance, c'est votre seule et unique chance de dire « Ok, mais là, c'est moi qui ai la parole et voilà nous qui nous sommes. » Vous voyez, par exemple, je pense, je sais pas, vous avez un vécu traumatisant avec l'hôpital, vous avez peur des piqûres, voilà, mon père est mort l'année dernière, c'était terrible. J'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance. Enfin, nous sommes un couple, on s'aime beaucoup, ou nous avons travaillé. Enfin, vous mettez vraiment ce qui vous vient par la tête. Et le projet de naissance, du coup, c'est pas tant la manière dont on va vouloir accoucher aussi, c'est-à-dire je ne veux pas de tel truc, je suis opposée à la césarienne, enfin, ils vont mettre ça aussi dedans. Alors, vous pouvez, mais moi j'espère que ces questions-là, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes vraiment, vous avez très peur d'avoir une épisiotomie et que vous n'êtes pas sûr que le centre hospitalier n'en fasse pas beaucoup, ça c'est des choses qu'il faut voir en consultation, parce qu'après il y a un contrat de confiance qui doit s'installer, mais vous pouvez aussi le mettre dans le projet naissance. J'aimerais éviter si c'est possible, etc. Mais vous pouvez dire, voilà, j'aimerais si c'est possible qu'il n'y ait pas trop de lumière. Okay. Et puis, en fait, c'est un moment d'échange. Vous nous faites ce projet de naissance, nous, on va le lire au 7e, 8e mois, 9e mois, et on va dire, ah bah écoutez, madame, ça, c'est super, je suis totalement super, ok, très bien, très bien, très bien. Et il y a des choses, on va dire, je suis pas d'accord. Je me rappelle de gens, c'est le coup classique, mais ils veulent souvent mettre des bougies en salle d'accouchement. On a des prises à oxygène, ça fait péter la baraque. Non, on va pas mettre de bougies, vous voyez. Donc, il y a des discussions comme ça. Il y en a d'autres qui disent, je vais mettre la musique très fort et tel type de musique. Et là, on se dit, non, mais notre cerveau va vriller. Des fois, c'est possible. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des conversations où il y a des femmes qui disent, non, mais moi, je veux pas le cathéter, je veux pas la perfusion. Bah non, dans notre maternité, nous, c'est pas possible. On est obligé d'avoir un cathéter de sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Ça crée un espace de dialogue à froid. En salle d'accouchement, presque, c'est trop tard pour avoir ce genre de discussion. Et surtout, racontez-nous qui vous êtes. Ça change tout pour nous. Ça vous humanise plus. Est-ce que c'est à peu près au 7e mois que commence le congé maternité ? Alors, pour un premier enfant, ça commence 6 semaines avant la date du terme. Donc, au 8e mois. Voilà.
plus au 8e mois. Ouais, tu me fais douter. Oui, 8e mois. À la fin du 7, quoi. Voilà. Et si on a une grossesse gémellaire ou une 3e grossesse, ou etc., enfin, il y a plein de conditions, ça peut être plus que ça encore, bien sûr. Comment on déclare un congé maternité rapidement ? Non, c'est facile, c'est complètement automatique. Juste à savoir, on a le droit de le décaler de 2 ou 3 semaines dans le sens opposé pour avoir un report de ces 2 ou 3 semaines après le congé maternité en postpartum. Ok. À savoir aussi, on peut être arrêté bien avant ce congé maternité si son état de santé le nécessite. Ça, évidemment. On peut dire, imaginons, on se sent hyper bien Ça au 8e, arrive, 9e mois, ce qui peut arriver. On dit, je décale un peu, comme ça, je récupère du temps après ça. Exactement. Okay. Au 8e mois, il y a encore des échographies, j'imagine, il y a encore plein de checks. Là, on est vraiment dans la toute fin, non ? Non, alors au 8e mois, une fois qu'on a fait l'échographie du 3e trimestre, il peut y en avoir une supplémentaire, dite une échographie de croissance, pour voir comment le bébé est positionné ou quoi aux caisses, qui est plutôt au début du 9e mois, mais ça dépend à chaque fois. La fin de la grossesse, c'est marrant parce que les femmes disent « Oh là là, mais moi je suis juste près d'accoucher et vous me laissez dans la nature ». On les laisse pas dans la nature, mais c'est vrai qu'elles se sentent parfois un peu « Oh, je voudrais être plus vue », là pour le coup. Donc non, pas tant plus de rendez-vous. Encore une fois, il y a préparation à la naissance, à la parentalité. Et là, souvent, vous êtes très demandeuse parce que vous dites « Ah, ça approche, au secours !» Parce que souvent, au début de la grossesse, en fait, vous avancez comme ça à vue, à moins qu'il y ait de problème particulier, mais vous avancez à vue et ça vous va très bien comme ça. Mais à la fin, vous dites « Ah, au secours !» Donc là, les questions se pressent à la porte. Et au 9e mois, quoi, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Le 9e mois, il est plein. Moi, ça va paraître idiot, hein. Mais dans ma tête, ça s'arrêtait au début du 9e mois. Mais non, le 9e mois, il est dur. Alors voilà, là il y a un peu 2 catégories de femmes. Il y a des femmes qui adorent être enceintes et qui sont là « Oh non, j'ai pas du tout envie d'accoucher, je veux le garder le plus longtemps possible ». Et il y en a d'autres pour qui chaque journée supplémentaire va être un enfer. Profitez pour faire ce que vous ne pourrez plus faire après. Parce qu'on dit « Oui, mais la vie avec un bébé, ça change rien ». Ouais, enfin quand même, peut-être, je sais pas, allez au ciné, faites-vous des terrasses, reposez-vous, marchez, enfin faites bien ce que vous voulez d'ailleurs, mais non, ça peut être très très long. Il y a des femmes, elles en peuvent plus. Anna, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas développées, qu'on a effleurées et auxquelles on consacrera un épisode en entier. Merci pour tout ce que tu nous as raconté et on se retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.